Colonel Olivier Rafovitz, bonjour Boker-Tov. Boker-Tov. Alors ce matin, ce n'est pas en tant qu'expert militaire que nous vous sollicitons, mais on va dire en tant qu'observateur avisé de la vie politique israélienne, pour tenter de nous expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. On est encore un peu groggy sous le choc de cette dissolution de la Knesset, de cette incapacité de Binyamin Netanyahou à former la coalition gouvernementale. Et je le disais en vous présentant, et j'espère ne m'être pas trompé, vous avez bien connu Avigdor Lieberman. Vous le connaissez toujours, puisqu'il est toujours parmi nous, Avigdor Lieberman, mais je ne sais pas si, effectivement, à l'Avigdor Lieberman d'il y a une dizaine d'années, ou même moins, c'est l'Avigdor Lieberman d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que les accusations que porte Binyamin Netanyahou, selon lesquelles c'est un récidiviste, c'est un homme de gauche en fait, et c'est un récidiviste qui a toujours tenté de faire tomber les gouvernements de droite, est-ce que ce sont des accusations justes ? Qui a raison dans ce bras de fer entre Lieberman et Netanyahou ? Écoutez, c'est pas ici un problème de droite ou de gauche. Évidemment que Lieberman n'est pas un homme de gauche. Les deux sont des hommes qui se connaissent très bien. Lieberman a été le premier chef de cabinet et le premier directeur général du ministère du Premier ministre avec Netanyahou il y a déjà plus de 20 ans. Et donc, les deux viennent de la droite, même la droite sioniste, la plus sioniste et la plus droite possible. Non, c'est un problème ici qui est un problème de politique. De politique. Et de politique, je m'attendais à ce que vous disiez personnel. Attendez, de politique, la politique c'est personnel. Oui. C'est que personnel. Vous savez, vous croyez qu'au Likoud tout se passe bien et que tout est paradisiaque pour tous les députés, qu'il n'y a pas de lutte interne. Il y a aussi des luttes internes. Je crois que il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore très claires pour le public en général. Ces négociations de coalition n'ont pas été menées, puisque le Likoud a été le chef de file de ces négociations, en tant que plus grand parti de coalition qui devait se faire. Les négociations n'ont pas été en fait claires, puisque même à la fin, aucun parti n'avait vraiment signé clairement un accord de coalition avec le Likoud. Il y a eu des dissensions, des problématiques. Je crois en fait que la coalition dès le départ, même pour les négociateurs du Likoud, entre autres avec Levin, qui avait été nommé par Netanyahou pour mener ces négociations en fait n'étaient pas vraiment, je dirais, bien dirigées pour savoir qui va faire quoi et à quel moment. Et je crois que vous voulez dire qu'en fait, il y avait un sentiment général que, quoi qu'il advienne, finalement, tous ces petits partis se rangeraient et accepteraient de signer un accord. Tout à fait. En apparence, tout devait se faire vite et rapidement. Or, vous savez bien que, ne parlons pas pour un instant de Lieberman, on en parlera bien sûr, mais aucun des partis n'avait, et même les partis religieux sionistes et les partis de Carlon n'avaient vraiment signé d'accord jusqu'à la fin. Chacun voulait un nombre de ministres extravagants par rapport au nombre de députés. Vous savez que le document qui a été proposé au Likoud de la part de Smotrich pour les négociations était un document de 150 pages. 150 pages de propositions, alors que dans ce genre de négociations, en général, les partis arrivent à formuler leurs propositions sur 2-3 pages maximales pour éviter justement que les choses s'enlisent. Le parti de Carlon a hésité, lui aussi il a cafouillé. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire par là que en fait les partenaires de la coalition, ceux qui devaient être les partenaires de cette coalition de Binyamin Netanyahou, ont décelé une forme de faiblesse de la part du Premier ministre ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Attention, on parle ici que de politique, n'est-ce pas, de faiblesse politique par rapport aux autres partis. C'est-à-dire qu'ils se sont habitués à des négociations avec Netanyahou. Il y a eu le second gouvernement de Netanyahou en 2009, 2013, 2015, et qu'ils ont remarqué peut-être quelque part, et vous parliez de Smotrich, on peut légitimement penser qu'ils voulaient s'inspirer de ce qu'ont fait Naftali Bennett et Ayelet Shaked en 2015, attendre la dernière minute pour obtenir le ministère de la Justice. Entre autres. Et chaque parti, en fait, attendait
être le dernier pour signer. Et à force de vouloir être le dernier pour signer lorsqu'on n'est pas tout seul, on arrive à cet échec des négociations. La deuxième chose... Mais c'est une marque de faiblesse alors de Netanyahou. Alors, c'est-à-dire pourquoi Binyamin Netanyahou, et c'est une question que l'on se pose aussi, pourquoi un homme aussi expérimenté que Binyamin Netanyahou, qui était hyper puissant au soir de sa victoire le 9 avril ou le 10 avril au matin, n'a-t-il pas réuni les principaux partenaires et leur a dit, voilà, vous voulez un gouvernement, c'est comme ça, et pas autrement. C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement pas Binyamin Netanyahou qui a encouragé à ces petits partis à avoir de plus en plus d'exigences? Encore une fois, c'est lui le maître à bord, c'est lui le capitaine du bateau, et dans ce cas-là, si vous voulez, il n'a pas réussi à mener le bateau à bon port, puisque c'était sur ses épaules qui reposaient ces négociations. Il n'a pas bien dirigé ses négociateurs, qui étaient à mon avis pas suffisamment forts au niveau politique pour prendre des décisions sur le champ. Il devait à chaque fois s'en remettre et revenir, et puis rapporter, et puis encore une fois rediscuter. Vous savez, dans ce genre de choses, les partis sont des partis qui veulent, et c'est normal, qui veulent beaucoup de choses. Ils savent qu'ils ont des possibilités d'obtenir beaucoup de choses, donc ils vont se battre. Et en face d'eux, il faut des négociateurs solides. Je ne pense pas que Lévin ait été l'homme qu'il fallait prendre pour prendre de telles décisions. Par contre, tout ceci a amené une chose, c'est que les deux partis orthodoxes, mais surtout, la branche Gour de Agudat Israël a été en fait celui, et c'est ça le problème de cette négociation. C'est pas les partis orthodoxes, c'est pas Shas non plus ni Aryeh Deri, qui est, je dirais, un parti orthodoxe, mais un parti très sioniste, c'est un parti qui connaît bien la musique et qui a également en son sein énormément de ministres, énormément de gens qui font partie du système, même de Tzahal, si vous voulez, qui sont ensuite revenus au parti, mais il n'est pas en dehors du système. Le problème ici a été Agudat Israël, qui s'est dit, on a une carte à jouer, puisqu'il y a faiblesse des négociateurs, puisqu'il y a complexité d'arriver à une coalition, tout va dépendre de nous. Oui. Vous savez, les sages, et la chose aussi a été la suivante, c'est que entre les négociateurs de Agudat Israël, entre autres Litzman et Maklev, et les grands rabbins de Agudat Israël, les négociateurs eux-mêmes n'avaient pas non plus, eux, la capacité de décider. Ils devaient également se remettre chaque fois aux grands rabbins, aux sages du parti, ce qui a fait que eux ont demandé des choses en se disant le terrain est libre, on va demander des choses. Et ça crée un déséquilibre. Maintenant, pour revenir à Lieberman. Et oui, parce que là, on parle de tout le monde sauf de lui. On va y arriver. Lieberman, vous savez, comme avait depuis le départ un agenda très précis. Qui était entre autres, mais principalement dans ces négociations, de faire que la loi sur la conscription des milliers d'orthodoxes, je rentre pas dans la loi et dans les détails de la loi, que cette loi soit votée en deuxième et troisième lecture, comme elle avait été déjà décidée et votée en première lecture. Oui, mais Olivier, on l'a compris cela, mais comme l'a dit hier Binyamin Netanyahou, Avigdor Lieberman, quand il a voulu pactiser avec les orthodoxes, il l'a fait. Il y a quelques mois, il y a eu les élections pour la mairie de Jérusalem, il a pactisé avec le parti Shas pour désigner Moshe Léon comme candidat. Donc, ils avaient le même candidat, les orthodoxes et Lieberman. Donc Lieberman, c'est un homme pragmatique. Lorsqu'il veut pactiser, il peut pactiser avec les orthodoxes, mais lorsqu'il veut pas, eh bien, il le fait pas. Ce qui veut dire c'est pas un homme de principe dans le cas précis. Je viens de vous le dire. Le problème n'est pas Shas. C'est pas Shas, ni Aryeh Deri, ni Shas. Le problème, vous savez, il y a 8 députés du côté de Yedut HaTorah et Agudat Israël. Oui. Donc, en fait, les partis orthodoxes ashkénazes. Oui. Qui sont, dans ce cadre-là, beaucoup plus durs. Et beaucoup plus, je dirais, dans certains cas, malheureusement, antisionistes que le parti orthodoxe Shas, qui lui est sioniste. Il est sioniste. Il est orthodoxe et sioniste. Et là, il y a eu un clash. Ce clash-là, il aurait dû être géré depuis le départ, par Netanyahou personnellement. Or, il a laissé, encore une fois, le champ libre à des négociateurs de moindre importance et à des gens qui avaient moins d'influence pour aller vers
vers cette voie sans issue qui est maintenant le résultat. Vous savez, on peut accuser Lieberman, on peut accuser tel ou tel parti, on peut accuser. Mais qui était ici le capitaine du bateau? Qui était ici celui qui dirigeait? Vous savez, dans ce cadre-là, et même au sein du Likoud, vous savez qu'encore une fois, j'en parlais au départ, au sein du Likoud, il y a ceux qui disent nous sommes avec Netanyahou, nous sommes déçus, nous sommes écœurés de ce qui s'est passé, mais il y en a d'autres qui sont jusqu'à aujourd'hui très silencieux. Très silencieux, oui. Très silencieux. Prenons Israël Katz, prenons Gideon Sa'ar, prenons des pointures du parti. Ils sont silencieux, mais ils n'ont pas hésité à lever la main pour la dissolution du Parlement. Il aurait suffi qu'ils ne lèvent pas la main, il aurait suffi que quelques-uns d'entre eux ne votent pas en faveur de cette dissolution pour que Binyamin Netanyahou soit obligé de rendre son mandat au président de l'État. Et ça en aurait été fini, on aurait dit d'une certaine manière, de la carrière politique du Premier ministre. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas? Si vous dites qu'il y a il y a un mécontentement au Likoud, ils avaient l'occasion rêvée pour se débarrasser de Netanyahou. Pourquoi? S'ils ne l'ont pas fait, c'est que Netanyahou reste puissant. Non, bien sûr qu'il reste puissant. Il est toujours Premier ministre. On n'en parle pas là. On n'est pas là. Je vous dis qu'il y a aussi au sein du Likoud une révolte qui gronde parmi certains ministres et parmi certains députés importants qui ne sont pas mécontents de cette situation-là. Qui ne sont pas mécontents du fait qu'aujourd'hui, il y a un affaiblissement au sein du Likoud, du leadership de Netanyahou, pour l'instant en tout cas, et parce que eux, ils attendent la suite. Et ils sont très heureux même que cette situation soit le produit, entre guillemets, d'un député extérieur, Lieberman, plutôt que d'une révolte interne. Ça fait 10 minutes qu'on parle, Olivier, mais vous ne m'avez pas expliqué le personnage de Lieberman. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Lieberman ému finalement par une volonté, comme l'a dit Netanyahou hier dans la boue, il a cité un des responsables politiques. On peut penser qu'il s'agit de son copain Aryeh Deri, à qui il aurait dit tu penses pas qu'il faudra quand même pas qu'on reste encore 10 ans avec Netanyahou à la tête du gouvernement? C'est-à-dire, est-ce que finalement Lieberman, ému par une forme de vengeance, d'intérêt personnel, comme l'a dit Netanyahou, de caprice personnel, il n'y a pas ça chez Lieberman? Ou il n'y a pas également le fait de voir son parti descendre, de s'affaiblir d'élection en élection? Écoutez, il y a certainement en politique des considérations personnelles, mais je vous rappelle que ces problématiques-là viennent souvent des meilleurs amis des gens. Vous savez, Bennett était très proche de Netanyahou, il a quand même voulu créer son propre parti, la Nouvelle Droite, en essayant et en disant clairement qu'il voudrait être un jour le Premier ministre. N'est-ce pas? Bennett provient c'est un pur produit de Netanyahou. Pareil pour Ayelet Shaked, et pareil pour d'autres, et pareil pour Gideon Sa'ar, qui a été secrétaire du cabinet nommé, et ensuite qui devient l'ennemi au sein du Likoud. Pour venir à Lieberman. Lieberman, il y a quand même une chose intéressante à dire dans ce parti-là, et dans la personnalité de Lieberman. Il y a ici une vision un peu différente de la vision actuelle de la droite israélienne. La droite israélienne aujourd'hui, pour des raisons démographiques entre autres, et puis de mandat à la Knesset, la droite israélienne aujourd'hui est très largement influencée, non pas par les religieux, mais par les orthodoxes, qui sont plus intéressés par leurs propres intérêts que par ce qu'on appelle l'idéologie de droite, Jabotinsky ou classique, ou Begin. Vous venez de dire que les orthodoxes ne sont pas sionistes. Alors, d'un côté, ils sont pas sionistes, d'un autre côté, ils sont à droite. Non, je viens de vous dire qu'ils sont, justement, je viens de vous dire que les orthodoxes sont d'abord et avant tout orthodoxes. Oui. Ils ont été aussi avec des gouvernements de gauche. Leur intérêt premier n'est pas la droite ou la gauche. Leur intérêt premier est d'abord de sauvegarder leurs intérêts internes au sein de leur communauté. C'est pas le cas des partis religieux sionistes, c'est pas le cas des autres partis, c'est le cas des partis orthodoxes. Et encore une fois, je fais aussi une différence entre le parti Shas et le parti Agudat Israël et Yadut HaTorah. Shas, je vous l'ai dit, il est plus dans la mouvance droite sioniste. Et Lieberman aujourd'hui veut influencer et veut renforcer la droite sioniste israélienne. C'est quelque chose avec un Likoud qui lui-même a été influencé de plus en plus par les partis orthodoxes. C'est pas simple à expliquer, mais c'est une réalité aujourd'hui qui est un fait et qui vous montre aussi que il y a des dissensions très profondes. Vous savez,
Lorsqu'aujourd'hui, un soldat de Tzal, Daniel, se promène à Mea Sharim ou à Bnei Brak, Oui. il risque de se faire caillasser, voire lyncher. Moi, je l'ai vu de mes yeux à moi. Alors, Oui, ce sont des minorités, mais ça existe. Ça nous explique pas Attendez. pourquoi Lieberman se comporte ainsi. Pourquoi même dans son histoire politique, c'est vrai qu'il était très proche de Benjamin Netanyahou au début de sa carrière, mais on l'a vu, Lieberman, c'est un homme qui est capable de dire « je suis pour un État palestinien » et de tracer les frontières d'un État palestinien, et le lendemain de dire il faut détruire Gaza. C'est-à-dire que c'est parfois un homme, on a le sentiment, qui est proche de la gauche, parfois un homme qui est proche de l'extrême droite, parfois, et qu'on n'arrive pas véritablement à cerner. C'est un homme... Dites-moi, Daniel, quand Israël reçoit 700 roquettes, il y a à peine quelques semaines, Ouais. et que le Premier ministre Netanyahou, de droite, donne 30 millions de dollars au Hamas, ça vous paraît une chose qui est made in Likoud, ou c'est quelque chose qui dépend d'autre chose? La politique C'est de la réelle politique. Même lorsque Lieberman était pendant 2 ans à la Défense nationale, il n'a pas réussi, apparemment en tout cas, et il a même reconnu, à modifier cette tendance. Donc il est parti. Ouais. Il est parti. Et quand on part d'un gouvernement, lorsqu'on est ministre de la Défense, ou lorsque l'on ne signe pas un accord de coalition, alors qu'on nous propose d'être ministre de la Défense de nouveau et ministre, je crois, de l'intégration, ça veut dire que les principes devancent le siège, devancent le poste qu'on vous propose. Il aurait pu signer, d'après ce que vous dites. Il aurait pu signer, comme les autres auraient pu signer. Si vous ne signez pas un accord de coalition, ça veut dire que quelque chose se passe. Et cette chose-là, elle s'appelle aussi un petit peu parfois soit l'idéologie, soit les principes. Alors le problème, c'est que beaucoup de partis aujourd'hui mettent les principes de côté pour avoir à la fois les postes et avoir également les clés des capitaux et des budgets. Mais là, à un moment donné, il y a des choses qui ne passent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je vous dis que Netanyahou, en tant que Premier ministre, mais je dirais premier négociateur, aurait dû dès le départ, dès le premier jour, s'occuper de ça de manière, je dirais, de manière totale. Une dernière question, Olivier, parce qu'il nous reste 1 minute à peine avant de terminer. Pronostic, Lieberman va se renforcer ou il risque d'aller à la trappe politique pour les prochaines élections? Je pense que Lieberman va se renforcer. Je pense que le Likoud va également être très fort aux prochaines élections. Et je pense que la droite sioniste, je dis bien la droite sioniste, va se renforcer et que les choses seront plus claires aux prochaines élections. C'est dommage qu'il faut encore en faire pour le 17 septembre. Ça coûte cher, c'est beaucoup de problématiques. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer des forces pour réduire l'influence des partis orthodoxes, et particulièrement le parti Agudat Israël et Yadut HaTorah. Leur poids politique est démesurément important par rapport aux enjeux auxquels Israël fait face. C'est mon point de vue, et je crois que c'est également la raison en fait, au-delà de tout ça, au-delà des mots et au-delà des critiques, la raison essentielle de cet échec de ces négociations-là. Eh bien, Olivier Rafovitz, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation, même si elle n'est pas facilement analysable. Mais en tout cas, merci de nous avoir apporté votre appréciation et votre éclaircissement. Merci et bonne journée. Shabbat Shalom. Merci à vous aussi. Et je suis aussi quand même ce matin extrêmement choqué par l'attentat qui a eu lieu ce matin à Jérusalem, quand même. Bien sûr. Et en espérant que prompt rétablissement également à ceux qui ont été blessés. Merci beaucoup, Olivier Rafovitz, et bonne journée. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h28. Il nous reste 1 minute avant la revue de la presse et des médias israéliens. Un petit peu plus d'1 minute avant cette revue de la presse et des médias israéliens qui, je vous le rappelle, sera diffusée également sur les ondes de Radio J et de Judaïque FM.